Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir ou rebonsoir, puisque c'est la troisième fois que nous nous rencontrons peut-être aujourd'hui. L'Allemagne de l'Est à gauche sur votre écran, le haut du maillot est blanc, joue contre le Canada en maillot foncé. Bleu si vous avez la couleur pour les Allemands et rouge si vous avez la couleur pour les Canadiens. Le 15, Pinder maintenant dégageant son camp, passant à un coéquipier qui fonce. Et pendant ce temps, le score est de 8-0. Hier, vous aviez vu une équipe canadienne palote. Elle a été battue par la Finlande et l'on croyait que tout était terminé pour elle. Aujourd'hui, nous avons affaire à une équipe canadienne transcendante, une équipe canadienne extraordinairement bonne et qui mène après 16 minutes 37 de la deuxième période par 8-0 contre l'Allemagne de l'Est qui avait perdu 8-0 devant l'Union soviétique. Autrement dit, les Canadiens réussissent devant les Allemands de l'Est mieux, ou au moins aussi bien, mais vraisemblablement mieux que ne l'ont fait les Soviétiques, ce qui relance l'intérêt du championnat. Et si les Canadiens jouent aussi bien qu'ils jouent depuis le début du jeu aujourd'hui contre le Canada dans quelques jours, contre l'Union soviétique dans quelques jours, je pense qu'ils ont une chance de les battre. Tout à l'heure, après que le jeu sera reparti et qu'il sera interrompu, non pas pour permettre un changement de joueur comme à présent, vous voyez les joueurs de l'Allemagne de l'Est descendant sur la patinoire pour remplacer leurs camarades fatigués. Lorsqu'il y aura une interruption entre le deuxième et le troisième tiers-temps, nous allons demander à un ou deux de nos confrères du Canada, à nos confrères francophones du Canada, de vous expliquer pourquoi il y a un tel changement dans la facture du jeu canadien en 24 heures. Dans les gardiens de but canadiens, là, tout à fait à la parade devant les attaques allemandes, c'est Stevenson de Winnipeg et non pas Broderick comme hier. Et puis Macmillan ne joue pas aujourd'hui dans l'équipe canadienne, son entraîneur ayant estimé que sa prestation d'hier soir avait été un peu fadote. Départ, Hargreaves à le Palais, il est au centre, passe, mais son coéquipier était hors jeu, il avait pénétré dans la zone d'attaque avant que le Palais n'y fût. Par conséquent, on fait repère aux Canadiens un petit peu de terrain et l'engagement a lieu juste devant la ligne de défense des Allemands de l'Est. Plotka derrière la ligne de but. Plotka passant à Nickel. Nickel se faisant prendre le Palais par Oshie. Plotka ne pouvant pas arrêter Oshie, c'est Ziche qui l'a pour l'Allemagne et qui fonce. Qui passe la ligne médiane et tire très fort. Mais Stevenson, vous l'avez vu grâce aux caméras de Jean Manceau, Stevenson a arrêté d'une manière formidable ce shot qui semblait pourtant vraiment très difficile à parer. Nouvelle attaque allemande menée par Ziche. Deux Canadiens se précipitent contre lui. Hiller en sort, tire et Stevenson dégage en coin. Les Allemands pressent les Canadiens sur leur but. Vous pourriez croire que les Allemands jouent au moins aussi bien que les Canadiens. En réalité, oh là là, nouveau tir. Mais le gardien de but canadien aujourd'hui joue remarquablement, c'est Stevenson. Vous pourriez croire que les Allemands font jeu égal avec les Canadiens. Pas du tout, je vous le rappelle, les Canadiens mènent par 8-0. Hargreaves dribble ses adversaires, passe à un partenaire qui tire la crosse retournée, ce qui ne donne rien. Les Allemands pressés sur leur but à 1 minute 13 de la fin dégagent. Dernière minute de la deuxième période. Glennie passe à un de ses coéquipiers qui tire très fort, mais cette fois-ci c'est Pourchel, le gardien de but allemand, qui est repassé très loin à ses coéquipiers et O'Malley réussit à s'emparer du Palais alors que les Allemands étaient terriblement dangereux. C'est une contre-attaque canadienne sur l'aile gauche. O'Malley passe au centre, tir du 16 qui passe à côté, tir formidable pourtant de Cadieux. Nouveau tir de Huck, cafouillage, Peters part en pointe, dribble les Canadiens, tire au but et cela passe à 2 cm de la crosse de Stevenson. Nouveau tir allemand, non, on a passé en arrière trop tard, tir de loin. Oh là 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 là, Novi a shooté formidablement mais c'est passé à quelques centimètres au-dessus de la cage de Stevenson. Il reste 12 secondes à jouer. Je ne pense pas que le score change, mais vous savez qu'il suffit que l'on dise qu'on ne pense pas quelque chose pour qu'exactement l'inverse se produise, car l'extraordinaire beauté du hockey, c'est que rien n'y est prévisible, tout y est nouveau. 19 minutes 48 secondes. Cafouillage
et patinage sont les deux mamelles du reportage. La sirène, s'il vous plaît, la sirène, la sirène. Le deuxième tiers-temps est terminé. J'ai derrière moi mon ami Darget qui fume sa pipe. À ma gauche, Stéphane Collaro. Stéphane Collaro, vous pourriez peut-être continuer à parler hockey avec cette charmante jeune personne de Cologne qui nous sert d'hôtesse. Et laissez la place, s'il vous plaît, cher René Le Cavalier. Voudriez-vous passer par-dessus la pipe de Darget? Ce n'est pas facile, je le sais. Nous allons enclencher maintenant le micro des interviews pour que vous me disiez exactement comment ça se passe. Eh bien, j'ai à mon micro René Le Cavalier qui est le grand spécialiste de la télévision canadienne de langue française pour les matchs de hockey, pour les joutes de hockey comme l'on dit chez vous. Oui, les spectateurs... on dit aussi match. On dit aussi match. Surtout. Oui, Oui. On a tort. Ah Si, bon? non, on a raison, non, non, non. On dit aussi match. partie. Oui, mais Enfin. match est un mot tellement facile. Oui. Mon cher confrère et ami, vous suivez le hockey depuis votre tendre enfance. C'est vrai. Vous y avez Ouais. joué vous-même. C'est ça. À quel poste? Au centre. Au centre. Oui, avec un frère jumeau qui lui était ailier. Ah, c'est bien. C'était la fameuse équipe de Le Cavalier. Enfin. S'il vous plaît. Hier, les Canadiens ont mal joué. Aujourd'hui, les Canadiens jouent admirablement. Voudriez-vous, s'il vous plaît, expliquer aux téléspectateurs français pourquoi? D'abord, je dois dire que ce qui m'a le plus frappé, c'était l'aspect positif de la question. Et Positif de la petite blonde que l'on voit sur l'écran, non? Oui, je ne veux rien enlever aux Finlandais. C'était la première fois que je les voyais à l'œuvre cette année. Je ne sais pas s'ils sont en mesure de jouer comme ça tous les jours de la semaine. Je me rappelle avoir rencontré un commentateur finlandais en 1964 en Autriche. Il m'avait dit « Le hockey chez nous devient de plus en plus populaire. Attention, il le sera davantage et nous aurons peut-être une équipe assez forte dans quelques années. » Aujourd'hui, je m'aperçois qu'il avait raison. Et nous, comme Canadiens, c'est évident que ça nous plaît de savoir que notre sport national s'étend de la sorte et de plus en plus populaire. C'est évident que pendant de longues années, nous étions les seuls à le pratiquer, donc nous étions rois et maîtres. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on constate que, et ça c'est un des points à signaler, qu'il y a deux sortes de hockey maintenant. Ce sont deux mondes presque qui s'opposent. Le hockey professionnel que jouent les grandes équipes de chez vous et le hockey amateur que l'on joue en Europe. Oui, c'est pourquoi, chez nous, il faut tenir compte de deux problèmes. D'abord, le C'est un fait observateur neutre. Oui, oui. Mais les Japonais commencent à jouer au hockey aussi. Oui, c'est vrai. Ils sont dans C'est la vrai, classe ils sont B. dans la classe B. Et tout les intéresse. Bref, j'allais dire qu'il y a d'abord chez nous une question de sélection. Lorsque vous offrez des cachets fabuleux à des jeunes garçons de 18, 19 ou 20 ans, on peut difficilement leur demander de laisser passer quelques années afin de représenter leur pays dans des jeux, dans des matchs internationaux. Bref, nous en perdons un nombre considérable. Il en existe une centaine en ce moment qui sont aux États-Unis, qui jouent comme professionnels, ou bien à New York, à Boston, à Détroit, à Chicago, vous le savez. Maintenant, chez les autres, je pense que l'idée du père Bauer, qui a fait son... Le père Bauer, c'est ce religieux qui était le coach de l'équipe Oui. à Innsbruck. Oui, c'est lui, en quelque sorte, qui était le premier à penser, et c'est assez paradoxal chez nous, de former une équipe nationale. Il n'y en avait pas. Il y avait Nous des expliquions équipes. hier aux téléspectateurs qui étaient avec nous sur la deuxième chaîne que jusqu'à présent, puisque vos professionnels ne viennent plus en Europe, c'était en général les gagnants de la Allan Cup, c'est-à-dire le championnat pour les amateurs canadiens qui venaient ici. Et encore, ce n'était pas toujours la meilleure équipe canadienne de club. Oui. Et pour la deuxième fois, vous avez une équipe nationale. Oui, et ça n'était pas une équipe nationale, ça n'était pas une sélection, c'était une équipe. Jusqu'à il y a 4 ans. Jusqu'à il y a 4 ans. Alors le père Bauer s'est dit, il n'y a qu'une façon de procéder, puisque le sport professionnel est un géant, un ogre qui happe tout et qui intéresse un plus grand nombre de hockeyeurs d'année en année. Bref, il s'agit de faire appel à des étudiants. C'est ce qu'il a fait. Il en existe de très bons. Mais il y a un autre problème, c'est que nous pensons, nous concevons le hockey chez nous en fonction du professionnalisme. Et on s'aperçoit qu'au cours d'une compétition, disons, de brève durée, 15 jours, un tournoi comme celui-ci, il faut compter d'abord sur une certaine homogénéité, sur un jeu d'ensemble, sur la technique qui prend infiniment plus d'importance ici qu'en Amérique, où le jeu est plus personnel, disons plus spectaculaire. Ici, c'est plus mécanisé, ce n'est pas une lacune, au contraire. Et aussi... Un bel exemple d'équipe mécanisée, c'est l'équipe soviétique. Ah, vous voyez là, on lit la victoire de Kili que les téléspectateurs ont vu aujourd'hui en direct et qu'ils ont vu ensuite
Mais ce monsieur semble s'intéresser à autre chose qu'à la victoire de Kili. Oui, vous disiez, je vous demande pardon. Non, je vous en prie. L'exemple de l'équipe mécanisée, c'est l'équipe soviétique qui est tellement soudée, qui est tellement liée. Et Stéphane Collaro a trouvé la formule cet après-midi. Il disait qu'il n'y a pas 3 avant et 2 arrière, il y a 5 avant ou 5 arrière à volonté. Oui. Et remarquez que c'est pour ça que moi, je vous dis ceci, que nous ayons dominé dans le monde du hockey pendant des années, c'est un fait. Mais qu'aujourd'hui, les Russes parviennent à faire des choses pareilles, il faut certainement le signaler, il faut les applaudir vivement. Parce que pour parvenir à jouer de la sorte, manipuler la rondelle comme ils le font, contrôler le jeu comme ils le font avec autant de facilité, exécuter des passes presque aveuglément, aussi ne jamais être hors jeu comme on dit, un homme ne précède jamais l'autre. Et ça veut dire qu'il faut pratiquer pendant des heures tous les jours, c'est un peu comme un pianiste ou n'importe quel spécialiste. Alors, ils ont donné au hockey, si vous voulez, un sens scientifique. Croyez-vous que cette jeune personne s'intéresse au hockey? C'est l'entracte en ce moment. Oui, vous disiez, je vous... Et alors, les Russes se sont donné la peine d'étudier les bases fondamentales du jeu. Ils l'ont compris, ils l'ont développé. Bref, ils lui ont donné presque un autre sens. Mais pour moi, la formule idéale, c'est le mariage qui viendra dans quelques années, je pense. Ce sera un mélange des deux. Alors j'en reviens à l'équipe canadienne de cette année. Oui. Hier, elle a été battue par les Finlandais qui finalement ne sont tout de même pas encore devenus des Phoenix. Non. Et aujourd'hui, elle semble danser un ballet de libellules sur la glace autour de ces Allemands de l'Est qui ne sont pas une mauvaise équipe. Et vos Canadiens les écrasent, enfin 8-0 au bout de 2 tiers-temps. On peut penser que ça va faire 10-0 ou 11-1, quelque chose comme ça. Bon, ben alors, écoutez, voici comment je conçois. Vous avez beaucoup l'expérience du sport, M. Zitrone. Vous savez que parfois, le sport fait les choses assez curieusement. Et encore là, ce n'est pas un prétexte. Mais souvent, selon moi, après un certain nombre d'années, je pense que le premier but détermine ce qui va se produire par la suite. L'équipe canadienne ne pensait certes pas hier soir se heurter à une telle résistance, faire face à une équipe aussi résolue, aussi déterminée. Et lorsqu'ils ont eu un déficit de 2 buts, je pense que c'était un petit commencement de panique, certainement une grande nervosité, une grande anxiété, et les choses ne se sont jamais replacées. J'ai l'impression que depuis un certain nombre de jours, peut-être de semaines, il y a 2 ou 3 parmi les meilleurs qui traversent une période difficile, qui ne parviennent pas, comme on le dit chez nous, à trouver le fond du but. Ça se fait ce soir. Ce soir, c'est l'opération déblocage. On se décontracte et je pense que c'est d'excellent augure pour plusieurs. Mais il reste un fait, et ça c'est une chose que je constate depuis 4 jours. J'ai vu déjà 10 matchs, dont 3 aujourd'hui. C'est que le hockey progresse énormément en Europe. L'aspect technique prend une place de plus en plus grande et il y a une certaine homogénéité qu'il faut savoir reconnaître et applaudir. Quelles sont les chances que vous voyez à l'équipe canadienne après sa défaite d'hier? Est-ce que vous pensez que jouant comme aujourd'hui et s'améliorant de jour en jour, pensez-vous qu'elle puisse infliger une défaite à la Tchécoslovaquie et à l'Union soviétique? À l'Union soviétique, disons que ce que j'ai vu jusqu'ici à la télévision, peut-être 3 fois cette année chez nous, au cours de certains matchs hors concours, des matchs amicaux. S'il y avait un Russes... match pour les réalisateurs avec le plan que vient de nous faire Jean Manceau, il a accroché l'attention de tous les téléspectateurs qui étaient peut-être un petit peu, je ne sais pas, peut-être détachés. Ce plan de crochet dans le filet, c'est étonnant. Oui, vous disiez? Je vous ramène à chaque fois, excusez-moi, je fais des digressions. Je reviens à l'écran et je reviens Non, j'ai l'habitude, ça me va. Je pense que l'équipe canadienne, si elle parvenait à connaître un soir de grande classe, de forme absolument sublime, pourrait tenir tête à la Russie. Je pense que les Russes présentement sont dans une classe presque à part. Le Canada pourrait certainement tenir tête aux Suédois et aux Tchèques aussi, mais il faudrait qu'ils connaissent une soirée vraiment éclatante. Parce que, je le dis très honnêtement, le hockey en Europe s'améliore rapidement et on corrige les quelques lacunes de jadis. Et j'ai de plus en plus l'impression que le hockey n'a aucun secret pour les Tchèques ou pour les Russes. Et ça progresse à un rythme vraiment fantastique. Maintenant, en ce qui concerne le Canada, c'est comme je vous l'ai dit, d'abord un problème de sélection, le nombre de joueurs disponibles étant de plus en plus limité. On ne peut plus penser en fonction des juniors. On ne peut plus envoyer des jeunes de 18, 19 ou 20 ans comme on le faisait jadis. Il faut au moins 3 ans, sinon 4 de préparation intense. Et alors, les Russes, eux, maintenant, conçoivent le hockey selon une préparation rigoureuse, l'escalade en montagne, le ballet, me dit-on, le soccer, etc. On a renversé toutes les formules. Alors, il faudra que l'équipe qui veut les battre aille savoir, cherche à savoir quelle est la montagne qu'ils escaladent tous les matins et qu'ils en trouvent une plus élevée encore, et c'est comme ça que ça se fera. Merci, cher René Le Cavelier, pour ces considérations de technicien
de confrères, de commentateurs et d'admirables connaisseurs de hockey. Vous parliez de la jeunesse, et tandis que l'Allemagne pénètre sur la patinoire, je voudrais vous rappeler, pour ceux des téléspectateurs qui voudraient faire pratiquer le hockey, ce jeu qui s'améliore en Europe, a dit le Cavalier, qui voudraient le faire pratiquer à leurs enfants, qu'à Charenton, par exemple, près de Paris, l'international Philippe Lacarrière dirige une école de hockey. Nombreux sont les garçons de 12 ans et certains âgés de 7 à 8 ans, nous rappelait encore il n'y a pas longtemps notre confrère Le Monde sous la signature de Claude Désiré, eh bien, conduisent déjà le palais avec autorité. Et 2 fois par semaine, ils perfectionnent leur maniement de crosse, développent leur coup d'œil, s'habituent au changement de patinage qu'exige la pratique du hockey, malléables, attentifs, bien conseillés. Leurs progrès sont rapides et l'école de Charenton n'est pas exceptionnelle puisque non loin d'ici, à Gap, Monsieur Ferrand a formé presque une soixantaine de joueurs dont l'âge varie de 11 à 13 ans. Ils sont répartis en diverses équipes et s'affrontent régulièrement. Longtemps, comment dire, la puissance, la virilité, ce que l'on prenait pour de la brutalité manifestée sur les pistes fut un obstacle à la pratique du hockey par les jeunes, et bien des parents seraient encore maintenant épouvantés, je pense, à la pensée de faire participer leur fils âgé de 10 ans à ces assauts furieux qui émaillent un match de hockey sur glace. Et pourtant, les essais dont je vous parlais, les essais qui sont actuellement tentés, donnent toute satisfaction. Le hockey est un jeu rude, ce n'est pas le seul jeu rude d'équipe. Le hockey est un jeu qui, en revanche, bien sûr, on n'est pas toujours obligé de porter un masque comme celui-ci, on n'est pas toujours obligé de se protéger des mauvais coups que l'on peut recevoir. N'oublions pas qu'ici, c'est une sélection. Et encore, vous voyez que les tibias, les jambes, ma foi, c'est protégé, et que les coups qui font vraiment mal sont très rares. Eh bien, je dois vous dire que le hockey a comme avantage de développer chez, là, les 2 gardiens de but allemands, le 16 et le 17, pour chez les Hirsch, on ne sait pas lequel va jouer dans les bois pour la 3e période, eh bien, la rapidité avec laquelle se joue le hockey développe chez les jeunes enfants, chez les jeunes garçons, elle développe tellement le coup d'œil, l'adresse, le sens de l'équilibre, car il faut pour pratiquer le hockey sur glace un équilibre prodigieux. Eh bien, je dois dire que les avantages surpassent de beaucoup les inconvénients. Et mon éminente et jeune ami Stéphane Collaro me disait encore hier ou avant-hier, je ne sais plus, il m'a dit « Ah, si seulement mes parents m'avaient fait apprendre le hockey sur glace ». En somme, il voudrait regarder, si Collaro avait appris le hockey sur glace, nous aurions sur la patinoire, nous aurions un Collaro avec un micro. Ça serait le fin du fin, le comble du comble. En tous les cas, le hockey sur glace est, pour ma part, un jeu que j'aime depuis très très longtemps, que je suis depuis 1948 ou 49, et je dois dire que pour moi c'est le plus beau, c'est le plus passionnant, c'est le plus excitant des jeux d'équipe. Je voudrais cependant signaler à un certain nombre de téléspectateurs fort avertis des choses techniques du hockey. Il y a en France quelques dizaines de milliers de gens qui connaissent admirablement le hockey sur glace, quelques milliers qui l'ont pratiqué eux-mêmes, sous la conduite des Canadiens, ou bien à la CBB, ou bien à Chamonix, ou bien à Gap, ou bien dans l'une ou l'autre des équipes qui jouent en France et qui jouent fort bien. Je voudrais leur dire que nous ne pouvons pas, pour les millions de téléspectateurs qui suivent ces matchs de hockey du tournoi olympique, nous ne pouvons pas, nous autres commentateurs, faire de la technique. Nous voulons dégager l'esprit de la rencontre, nous voulons expliquer de temps à autre, et encore point trop d'en faut, les interruptions de jeu, rappeler le score, faire sentir, faire toucher du bout de la crosse le style d'une équipe, la manière dont elle développe ses attaques, et nous avons choisi de propos délibérés, Stéphane Collaro et moi-même, de ne pas faire trop de technique. Si nous faisions trop de technique dans nos commentaires, je pense que nous finirions par assommer, très très rapidement d'ailleurs, ceux des téléspectateurs pour lesquels le hockey est une révélation. Quant aux connaisseurs de hockey, ou ceux qui se prétendent des connaisseurs de hockey, ma foi, il leur suffit de voir sur l'écran les petites fautes qui sont sanctionnées par les juges, ils pigent. Ça va si vite, le palais voltige avec une telle rapidité d'un bout à l'autre de la patinoire, ici le 3e tiers-temps est parti, qu'à peine prononce-t-on une parole qu'il est déjà 50 mètres plus loin. Attaque canadienne contre les buts allemands, c'est Bourbonnais qui a le balai qui passe derrière l'embut, qui passe en arrière. Et dans la zone neutre, shoot de Glenny, mais c'est l'Allemand Voigt qui a le palais.
Le gardien de but sort, il a beaucoup de chance. Pourchel, il a beaucoup de chance. Le Palais n'est pas rentré, la rondelle n'est pas rentrée. Score 8-0. On joue depuis 33 secondes dans ce troisième tiers-temps. Et ce, devant l'une des caméras de l'ORTF. Et les Canadiens repartent. Ils sont à 3 sur le Palais, c'est gênant. C'est Mackenzie qui tire. C'est Oshie maintenant qui tire. Vous voyez, c'est un festival de tir. Le 8 tire Bourbonnais. C'est une série de tirs de boulets de canon contre le but des Allemands, dans lequel Pourchel, bien qu'il ait laissé passer 8 buts jusqu'à présent, n'a pas mal joué, bien au contraire. Là, c'est la défense des Allemands qui peut être un peu lourdeau, de la défense de ces Allemands de l'Est. Les Allemands à droite, le haut du maillot avec du blanc, les Canadiens à gauche, le maillot paraît sombre. Ils dégagent, ils donnent à Nickel, mais les Canadiens se ressaisissent du Palais et continuent leur pression. Oshie a des ennuis avec l'un des frères Noack. Oshie est le Canadien, Noack est l'Allemand. On joue depuis 1 minute 13 secondes. Il reste 18 minutes 47. 2 jeux effectifs, je dirais une fois ce soir, j'ai déjà dit, depuis le début du tournoi, on change d'équipier à volonté. C'est un engagement, dès qu'il aura posé la cloche par terre, voilà, c'est l'engagement. On change à volonté, sans même en référer à l'arbitre. Le 5 Peters descend là-bas à droite, mais il se fait prendre le Palais par le 20 canadien Mott, qui passe derrière les buts de Stevenson. Hargreaves a le Palais, il y a un Allemand là qui essaye de l'avoir sans y parvenir, descendre par Cadieux. Oshie. Ça va très très loin. Coup de sifflet, car ce dégagement des Allemands s'est transformé en dégagement interdit puisqu'il est allé d'un bout à l'autre de la patinoire et a traversé la ligne de l'embut canadien. Donc l'engagement se fait très près des buts allemands. Ceux qui n'engagent pas sont à l'extérieur. C'est Noack, Rodolphe Noack qui a engagé pour l'Allemagne. Cadieux a le Palais, tire à bout portant là, du disque qui est dévié par le patin. Oh là là, c'était dangereux. Les Canadiens ne s'en laissent pas compter. Reprennent du poil de la bête. Non, les Allemands vont finir par dégager leur camp. Petit coup de crosse, petit coup d'épaule, ce n'est pas très grave. C'est un jeu pour petits garçons et pas pour petites filles. Le 13 Poindle est passé derrière sa ligne d'embut. Le 12 Fuchs est là devant le but canadien, tire, mais Stevenson a fort bien bloqué. Ce Stevenson est un excellent gardien de but, certainement meilleur que le gardien de but canadien d'hier, Broderick. Eh bien, comme il ne faut pas être plus royaliste que le roi, je retiendrai de ce qu'a dit René Le Cavelier que les Canadiens devraient compter sur une forme optimale pour battre les Russes. Mais en tout cas, tir d'un Allemand, deuxième tir. Stevenson en a bloqué un, l'autre est passé tout près. Nouveau tir allemand, Stevenson bloque. Oh que c'est dangereux, oh que c'est dangereux. Petite chute très spectaculaire devant l'une des caméras de Jean Manceau, mais il y a plus de peur que de mal. Glisser n'est pas joué, glisser mortel n'appuyez pas. Et il faut bien de temps en temps rompre la glace pour apprendre à se connaître. Engagement près de la ligne du but canadien. Johnston aux prises avec 2 Allemands qui sont passés derrière la ligne de l'adversaire. Les Allemands dominent depuis un certain temps. Passe trop loin. Plotka Tiche tire. Stevenson bloque. Ah, cela tient du miracle. Je disais donc que si il ne faut pas se montrer plus réaliste que le roi, je pense tout de même que les Canadiens vont prendre la 2e place de ce tournoi, car je crois que sur leur manière de jouer aujourd'hui, ils sont capables de battre les Tchèques. Et pourquoi pas, même les Russes.
Remarquez que les Allemands ont repris, c'est Plotka qui dribble ses adversaires. Tire que l'autre... Ah, voyez-vous, on dit qu'il peut le plus, peut le moins, mais c'est pas vrai. Il n'a pas réussi à bloquer le gardien de but canadien. Le tir semble tout assez faible de tout à l'heure. Ça, c'est un dégagement au loin des Canadiens. Oh là 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 là. Et dégagement interdit cette fois-ci des Allemands. Le jeu va revenir par sanction de ce dégagement interdit dans le centre de la sphère rouge qui est juste à la droite du but allemand, à gauche sur votre écran. C'est le 5 allemand qui va engager, Peters, 19 ans. Aux prises avec Oshie, on est passé sous les jambes de l'arbitre. On s'est un petit peu accroché à la bande. Ce n'est pas très grave. La crosse par terre. Alors, demain, si vous voulez venir, Attaque canadienne. Oshie est bloqué par les Allemands. Les Allemands donnent tout ce qu'ils ont dans le ventre depuis un certain temps. Le jeu est clair, correct, beaucoup moins heurté que cet après-midi entre les Russes et les États-Unis. Les États-Unis, les joueurs des Américains sont allés pas mal de fois en prison au cours de toute la journée et les Russes avaient gagné par 10-2. Prouza à un de ses avants, à Peters. Peters se voit reprendre le palais par les Canadiens. C'est Oshie qui tourne derrière son embut. Grâce à la bande, le palais revient au milieu du terrain où Bourbonnais se fait prendre le palais par les Allemands. Tout ceci est confus. Novi va-t-il tirer? Non, les Canadiens repartent en avant. Noack arrête, les Canadiens repartent. Faute de quart, Dainin a le palais et va relancer l'attaque. À l'aile droite, Dainin à nouveau. L'aile droite. Et ce n'est pas un but. Ce n'est pas un but car Pourchel a bloqué. Les Canadiens maintenant menant par 8-0. Une petite tape amicale sur le gras du dos. Les Canadiens menant maintenant par 8-0 ne forcent pas trop la cadence et ils jouent un tantinet moins fort qu'au cours du premier et au cours du deuxième tiers-temps. À 8-0, ils n'ont pas tellement intérêt à foncer. Hargreaves tire et le palais a failli rentrer. Oh là là! Contre-attaque allemande par Fuchs. Fuchs seul en position de pointe, tire, ça passe à côté. Les Allemands ne sont pas très précis dans le tir. Petite bagarre que l'arbitre n'a pas vue. Repli de Boudère. Boudère donne à Poindl. Poindl le redonne à Boudère. Boudère avance, passe la ligne de milieu, passe la ligne d'attaque et tire dans le ventre d'un Canadien. Huck a le palais. Deux Canadiens, le 16 et le 20, Cadieux et Motte aux prises avec 3 Allemands. Cela devient heurté. Changement de joueur. Engagement. On joue depuis 6 minutes 2. Il reste 13 minutes 58. C'est le 9 Huck qui va engager pour le Canada. 22 ans, un étudiant de la ville de Régine. Hargreaves. Hargreaves à nouveau. Cadieux. Et puis là-bas, c'est Plotka qui va chercher le palais. Ça devient un petit peu heurté, mais c'est encore sans brutalité. Coup de recentrage. Et maintenant, les Allemands vont partir. On se passe, c'est bon comme passe. Tir du 9. Oh, Stevenson a bloqué. Oh là 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 là. Ce gardien de but, c'est une armoire à glace. C'est une... Il est en béton armé, ce gardien.
Huck, le 9 qui avait engagé, a reçu le palais. Il est près des buts à passer un camarade qui a tiré à gauche. Oh là 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 là, que ça serait bien joué. Voici le ralenti. Le 16. Hop, vous voyez. Le 16 ou le 20, qui a tiré, celui de droite, celui de gauche. Motte ou Cadieux, 9-0. Monty. Pour le Canada, marqué par le joueur numéro 20. Motte. Surpasse le joueur numéro 9. Huck. Goal for Canada. Scored by player number 20. Mutt. Assisted by player number 9. Huck. Montis a perdu le palais que les Allemands vont chercher. Prusa redonne à Karen Bauer qui joue la balle. Chute. Novi là, retourne complètement l'attaque, dribble le 14 canadien. Non! Le Canadien lui a repris le palais. Tire. Non. À côté. Le 14 et le 15 sont deux frères, Harb et Gary Pender. Ici, c'est Montis qui va le chercher, mais il le perd à Novi. Novi qui passe à Boudère. Boudère à Prusa. Prusa en avant. Toujours Prusa, le 7, qui tire. Non, qui dribble. Ah, c'est un peu lent, ça. Il le passe au centre. C'est du centre qu'on va tirer comme au golf. Je suis sûr que notre néo-golfeur, qui est Roger Couder, aura particulièrement apprécié tous ces shoots, qui lui rappellent certainement le style avec lequel, à Sainte-Maxime et en d'autres lieux augustes, il joue au golf. Car vous savez peut-être que si Roger Couder est très fort en rugby, il est encore plus fort en golf. Belle descente canadienne. L'arbitre n'a pas sifflé un hors-jeu. Pour moi, il y était. Pour moi, il y avait deux Canadiens dans la zone de défense des Allemands avant que le palais n'y fût. Mais l'arbitre avait le dos tourné. Voyez-vous, Pourchel est un petit peu sorti de ses filets. L'équipe de l'Allemagne de l'Est est l'une des rares à avoir un joueur qui est le numéro 13. Il y a beaucoup d'équipes qui ne veulent pas le numéro 13. Boudère dribble les Canadiens. Ça va très loin, trop loin. Les Canadiens reprennent le palais. Boudère va-t-il tirer? Non, il passe un coéquipier. Puis là, Boudère, toujours lui, repasse complètement à droite. Deux Allemands se gênent. Et oui, il y en a un qui tombe. Aïe, 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 aïe. Dainin a raté la passe de Bourbonnais. Les Allemands s'en sont saisis. Vont près des buts, mais eux aussi perdent leur passe. Et c'est Dainin qui passe à son aile gauche là-bas. Lequel repasse à Bourbonnais, qui le perd pour Boudère. Ça va terriblement vite. Boudère le donne à Noack. Lequel Noack tombe par terre, tombe sur la glace. Qu'est-ce qu'il aura? C'est un jeu de dupe. C'est un jeu de dupe.
Consultation entre les deux arbitres. Est-ce que quelqu'un a fait une faute? Non. Pénalité Si. de 2 minutes Si. au joueur numéro 7, Dinin, Dinin. Canada, pour charge dans la zone d'attaque. 2 minutes penalty to player number 7. Donc 5 Dinin, Allemands contre 4 Canadiens. Les Canada, Canadiens se replient en patinant for en arrière. body checking. Et une sirène annonce qu'il y a changement de côté. L'arbitre a sanctionné là une faute de Dinin. Tout à l'heure, on avait vu une faute à peu près identique qui n'a pas été sanctionnée, alors qu'elle avait eu lieu aussi dans la zone d'attaque, mais peut-être avait-elle échappé à l'arbitre. Nul ne peut tout voir. Le 7 tire sa peine de prison. Les Canadiens sont maintenant à droite, les Allemands à gauche. Longue passe. Attaque. Oh là là. On joue la papasse. Les joueurs sont fatigués. Plotka passe là-bas quelque part dans le trou et c'est Huck qui va voir le palais pour le Canada. Huck à Johnston. Johnston tire. Les Allemands essaient de se déployer, mais il n'y a que 2 Allemands contre 4 Canadiens qui se sont tous repliés en arrière. Nickel est gêné, tombe contre la barrière. C'est là qu'hier, un joueur américain s'est fait très mal et a dû être évacué. Il est 11h-5, il reste encore 9 minutes 18 à jouer. Oshie, là-bas, il dégage son camp. Ça sentait mauvais depuis un moment pour les Canadiens. Noack le passe à son frère. C'est Novi qui est là-bas derrière la ligne d'en-but. Le jeu est ralenti depuis un certain temps. Les Allemands n'auront pas profité de leur supériorité numérique. Oh là là, c'est dangereux ce qu'a fait Stevenson, le but canadien qui est sorti de son goal. Conlin à Oshie, Oshie a le palais, dribble, passe Hargreaves, ne lui donne pas le palais et tire au but. Ah, c'était bien joué. Oh, que c'était bien joué, mais c'est passé à quelques centimètres. Le coup passa si près que le chapeau tomba et que le cheval fit d'un écart en arrière. Donne-lui tout de même le palais, dit mon père. Karen Bauer est allé très loin, mais il trouve beaucoup de Canadiens assemblés. Conlin a le palais. Conlin attend que le délai de sortie de son coéquipier de prison se soit écoulé. À nouveau 5 Canadiens. L'un des frères Pinder tombe avec un Allemand. C'est Prusa qui va chercher le palais. Se méfie de Hargreaves, le passe très loin en avant à l'un de ses coéquipiers qui tombe et c'est Hargreaves qui a à nouveau le palais qui va tirer vraisemblablement. Sous quel angle que c'est difficile. Non, il passe. Il a passé à l'un des frères Pinder, qui, bien qu'étant très près, n'a pas pu entrer le but. Et là, l'un des frères Pinder. Pinder, Monteith, Hargreaves, ce n'est pas une ligne d'avant très forte. Les Canadiens ont mieux. Conlin va chercher le palais. Le prend sous le nez de Peters. Hargreaves maintenant, Hargreaves qui est tout de même le meilleur homme actuellement sur le terrain, tire. Il a des shoots fantastiques. C'est celui des 3 avant canadiens qui me plaît le mieux. Patine très vite, il tire au but remarquablement sous tous les angles. Et là, il a failli entrer un but. Monteith perd le palais, mais un coéquipier s'en saisit. Hargreaves encore, à Monteith, Hargreaves, Monteith. Oh, ça y est, oh là 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 là.
Alors là, il y en a un qui était à genoux. Voici le ralenti, nous allons voir comment ça s'est passé. Hargreaves a fait tout le travail. Il a fait tout le travail. Est-ce que c'est le... But pour le Canada, marqué par le joueur numéro 14, Pinder. Pinder. Goal for Canada, scored by player number 14. Il a marqué étant à genoux. Pinder. Eh bien, c'est formidable tout de même. Être à genoux et marquer. C'est à peine croyable. Il a fallu attendre le ralenti pour en être certain. « 10-0. Nouveau tir. Oh, qui a failli rentrer. Les deux frères Pinder, là, le 14 et le 15. On pousse le palais. Non. 14 minutes 10. Il reste 4 minutes 50 à jouer. Donc c'est encore dangereux. Non, les Allemands repartent. Les Allemands repartent par leur aile droite. Seul le 11 va-t-il marquer, sauver l'honneur? Oh! Blocage formidable. Bouder a tiré, mais un blocage formidable de Stevenson. Ça, c'est un gardien. Stevenson, 23 ans, 77 kilos. Il est étudiant à Winnipeg. Les gens qui ont le sens de la mesure et de l'applaudissement applaudissent en mesure. Le 11 allemand de dos, c'est Noack, Rudolf Noack. Hargreaves, qui avait fait tout le travail pour le but marqué par Pinder à genoux, est encore là. O'Shea rate la passe, oh, c'est dommage. O'Malley tire, repasse à O'Shea, mais O'Shea le perd pour Zock. L'Allemand Zock qui lance très loin. Un de ses coéquipiers qui se démarque, passe sur la droite. Non, il ne passe pas. Et ici, il a tiré. Oh là là, d'un coup de crosse renversé, l'Allemand a failli sauver l'honneur. Oh que c'est joli, oh que c'est joli depuis un certain temps. Dainin au 8, Dainin tire, bien protégé par Bourbonnais et par O'Shea. Et Hargreaves, le 11, est toujours sur la glace pour les Canadiens. Ça fait longtemps. Va-t-il profiter de ce changement pour se faire remplacer? Non. Hargreaves, le 11, un étudiant de Winnipeg, 24 ans, 1m78, 81 kg. Il est sur la glace depuis très longtemps. C'est O'Shea qui engage pour le Canada. Il reste 4 minutes 20 secondes. Hargreaves à Bourbonnais. Bourbonnais aux prises avec l'Allemand Voigt. Quelqu'un se démarque. C'est Dainin qui joue ce petit ballet. Oh là 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 là. C'était bien vu, bien joué. Le O'Shea tire. Voigt va chercher le palais, le prend sous le nez de Bourbonnais, lance ses avants. À l'attaque, et là, ça va y aller. Oui, oh, il l'a raté d'un centième de centimètre. Oh là 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 là, que c'est dommage. O'Shea tire maintenant, et Hirsch détourne. Vraiment une très belle passe de jeu. Le palais allant d'un bout de la patinoire à l'autre. Oh, non, on a tiré horizontalement. Oui, c'est le jeu saccadé, nerveux, où chacun joue son va-tout. Les Canadiens voulant marquer un 11e but, les Allemands voulant sauver l'honneur. O'Shea a le palais, passe à quelqu'un qui vient de remplacer Hargreaves. Oh là là. Et qui est Huck. Miquel est allé trop loin. C'est
C'est Huck maintenant qui a le palais. Huck qui est tout frais, qui a remplacé Hargreaves. Huck qui passe à Bourbonnais. Bourbonnais pousse en avant. Mott allait s'en saisir. Mais quelqu'un a tiré l'autre par la main. Il y a eu une faute d'un Allemand qui a gêné un Canadien et qui va aller en prison, qui va en prison. C'est l'Allemand Nickel. Un homme au caractère d'acier. Pénalité de 2 minutes au joueur numéro 15, Nickel, de l'Allemagne de l'Est, pour charge dans la zone d'attaque. 2 minutes penalty. Tir du 10. Il passe dans une forêt de jambes. C'est Huck qui a le puck. For body kicking. Les Canadiens 5 contre 4. Dainin passe à droite. On n'entre pas de ce côté-là dans le filet, mais d'un autre toujours Dainin. Tire. Fourchet a bien de la chance, ça passe trop loin de lui. Et voici un avant allemand en pointe. Karen Bauer. Oh, 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 oh. C'était dangereux. C'était dangereux. Karen Bauer n'a pas eu de chance. Il reste 2 minutes 7 secondes à jouer. 2 minutes 7 secondes à jouer. Vous reverrez l'Allemagne de l'Est demain dans l'après-midi contre la Suède, match qui vous sera commenté par Stéphane Calaro. Dainin. Auchy qui tire. Fourchet qui tombe, mais qui arrête. Oui, le pauvre Nickel, toujours en prison. Oh là là! Oh, ce petit coup joué vraiment à la glissade et qui entre dans le but. Johnston y est pour beaucoup. Voici le ralenti. Regardez comme c'est parti vite. Regardez. Le 11e but. Marqué par le joueur numéro 9, Huck, sur passe du joueur numéro 10, Johnston. Goal for Canada, scored by player C'est number Johnston 9, qui a eu le culot de le passer à un de ses coéquipiers qui semblait marqué et qui, jouant d'audace, a rentré le palais. Les frères Pinder ont fait leur apparition sur la place, sur la glace. Dribble de Noack. Charge, vont-ils, dans la minute 25 qui reste, vont-ils les Allemands sauver l'honneur? Ou termineront-ils par 11-0? Cadieux à le palais. Et les Canadiens se déploient à nouveau à l'attaque. Les deux frères Pinder à droite. Le 14, l'un des frères Pinder à le palais. Mais il ne rentre pas. Il reste 1 minute 2 secondes à jouer. Grand tir de la ligne du milieu. Nouveau tir de Cadieux qui passe à gauche. Oh là là, ça devient un petit peu brutal. Le règlement autorise le gardien allemand à sortir pour qu'il soit 6 sur la glace. Ils ne le font pas. Stevenson reçoit dans ses gants. Ça va très très vite. Il reste une demi-minute aux Canadiens pour marquer encore un but. Non! Je crois que là, ils ont perdu leur dernière occasion. Cadieux. Pinder. Mais tout ceci est déjà trop tard. Il reste 10 secondes.
O'Malley. Les Allemands, non, tirent 2 secondes, 1 seconde, sirène, fin de match. 11-0. 11-0. Eh bien, 11-0, c'est un score extrêmement sévère. Je vais demander à quelqu'un qui a suivi le jeu depuis le début avec moi, qui était à mes côtés gentiment, en excellent ami qu'il est, à mon ami Claude Darget, de me dire ce qu'il pense de l'équipe canadienne d'aujourd'hui. Qu'en pensez-vous, mon cher Claude? Ce n'est pas tout à fait la même équipe que celle que nous avons vue dans un premier match. Je ne sais pas bien quoi vous dire. Je pense tout de même que les Allemands n'ont pas été très forts, surtout dans leur passe, et que quand on se sent un petit peu plus fort et qu'on a un petit peu de chance aussi, on peut avoir l'air de faire cavalier seul, mais les Allemands ont manqué quelques buts qu'à mon avis ils auraient quand même peut-être pu marquer. Enfin, c'est pas un match aussi passionnant que celui d'hier. C'est du très joli jeu, mais d'un seul côté. 11-0, c'est très cher. Je crois que c'est cher. 9-3 était bien. Oui, 9-2, c'est ouais. ça. Voilà ce que ça valait. Et vous, mon petit Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vraiment le hockey, je m'en aperçois un petit peu plus tous les jours, est un jeu merveilleux. Ah, formidable. Puisqu'on peut voir une équipe vraiment en méforme totale la veille, qui joue comme l'équipe du Canada a joué aujourd'hui. C'est fantastique. Hein. Mais enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec Claude. Moi, je trouve que c'est un score logique et mérité. Ah non, moi je pense que les Allemands, voyez-vous, méritaient de sauver l'honneur. Tellement lent, beaucoup trop lent. Les autres ont tourné autour. Vraiment. Oui, je sais, mais les Allemands ont tiré quelques coups au but. Enfin, que voulez-vous? L'important, en gens libres, c'est d'avoir des opinions différentes. Voilà. Ce mot-là, Eh bien, mesdames et messieurs, c'était un reportage de Jean Manceau sur la patinoire du Palais de Glace de Grenoble. Ici, Grenoble. À vous, Paris.